Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 février 2020 et Netflix l'avait annoncé il y a déjà un petit temps maintenant la sortie de Lock and Key en série télévisée et je suis ravi parce que je l'attendais depuis énormément longtemps et comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Welcome to Key House. I could never get your father to talk about his life here. Alors pour en parler, c'est très simple, on va d'abord parler du comics d'origine, et puis après on va parler de la série télévisée, l'adaptation, comment elle s'est faite, est-ce qu'elle a bien respecté les codes, et voilà, l'atmosphère, les thèmes qui ont été établis, donc on va voir l'un et puis l'autre, et ensuite on verra après les quelques différences qui ont été forcément adaptées, et voilà un petit peu mon avis sur le truc. Aujourd'hui j'ai passé la majorité de mon temps à regarder les épisodes de la saison 1 qui est disponible. J'ai pas pu tout regarder forcément parce que ça m'a demandé beaucoup de temps de la regarder, mais j'ai déjà vu plus de la moitié de la saison, donc j'ai vraiment binge-watché le truc pour pouvoir vous en parler librement. Alors voilà, ça c'est le tome 1 de Lock and Key, il n'y a que 6 tomes, hein. C'est une série qui a été publiée en France en 2010 par Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Si vous ne les connaissez pas, sachez qu'ils ont fait une excellente taf et franchement ça c'est une mine d'or. Pour la petite anecdote, je suis allé une fois au comic book parce qu'on m'avait conseillé de prendre le Kenki. J'ai pris le tome 1 sans savoir dans quoi je m'embarquais. Et je suis rentré chez moi, je l'ai lu et une demi-heure après je suis retourné au comic book acheter les deux suivants parce que c'était une tuerie. C'est une atmosphère vraiment particulière, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et si vous ne le saviez pas, Joe Hill c'est le fils en fait de Stephen King qui s'appelle Joseph Hillstrom King forcément. Et voilà, donc il s'est un peu émancipé de son nom pour pouvoir proposer lui-même une œuvre et ne pas rouler vraiment sur le succès de son père. Donc il s'est mis en tant que scénariste avec Gabriel Rodriguez, le Chilien, en dessin. Et franchement, c'est une tuerie. Je vais pas arrêter de le dire dans cette vidéo parce que c'est vraiment un truc de fou, quoi. Il y a une atmosphère, il y a des thèmes qui sont vraiment engageants, il y a des trucs... On peut avoir l'impression qu'il s'agit vraiment d'un truc banal, un truc de super-héros avec des super-pouvoirs ou on ne sait quoi, mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Et voilà, mais peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous parler vite fait du synopsis. Donc on commence en fait avec la famille Locke qui est composée du père, de la mère et des 3 enfants, sauf que malheureusement le père a été assassiné. Rendell Locke a été assassiné par un fou qui s'appelle Sam Lesser, et c'est ce qui conduit la famille Locke à partir en fait de là où ils étaient pour retourner dans la maison d'origine du père qui s'appelle Key House. Et donc cette maison dans laquelle ils arrivent, dans un grand manoir sur une presqu'île qu'ils ont amené Lovecraft. Et donc à l'intérieur de ce manoir, les enfants trouvent forcément des clés qui va les conduire à découvrir de nouvelles facettes, de nouveaux pouvoirs. En fait, ces clés ont des pouvoirs quand elles ouvrent des portes ou des placards. Et forcément, qui dit pouvoir dit obsession de pouvoir. Et donc, un certain Dodge qui est au courant de toute la manipulation de Key House qui était enfermé dans un puits, va s'en sortir par stratagème et par manipulation pour pouvoir récupérer la clé Omega qui va avoir un rôle bien défini dans la série. Je ne vous en dis pas plus, comme ça évite tout spoil pour ceux qui voudraient soit lire le comics, soit de regarder la série. Alors c'est vrai que de prime abord, quand j'avais regardé les dessins, j'étais pas trop à l'aise. Je trouvais que c'était des dessins un peu bizarres, un mélange de cartoon. Ça rendait vraiment une atmosphère assez bizarre, un peu enfantine, mais en même temps glauque. Et j'avais un peu du mal à m'y faire, parce que c'est vrai que le trait est très atypique, mais en fait on s'y fait très très vite et ça rend justement l'atmosphère, l'ambiance du scénario beaucoup plus réelle, beaucoup plus percutante. Surtout qu'il joue pas mal avec les codes puisque forcément les clés et les portes, il en joue dans ses cases et ça se voit. Il fait des appels de personnage à une autre, d'une page à une autre. Il parle à travers la porte et la page suivante il répond. Vraiment il y a vraiment des jeux vraiment de codification de la BD qui s'y retrouvent et ça c'est aussi un plus en fait dans cette œuvre parce qu'on est happé en fait par la BD, par les codes de la BD et voilà, on s'y retrouve tout à fait et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de thèmes qui sont abordés, l'acceptation de soi, l'acceptation en fait en général du deuil, de la mort forcément, des autres, de la différence des autres, des problèmes des autres, des problèmes de la vie, voilà. Et franchement Joe Hill il brasse toutes les possibilités. Il parle de l'alcoolisme, il parle de la différence, des handicaps, des problèmes d'adultes en fait, parce que c'est vraiment centré sur les enfants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir découvrir en fait à travers les yeux des 3 enfants différents aspects de la vie. Bud, le plus petit, qui lui va découvrir les clés, qui est vraiment l'innocence et qui est peut-être le plus courageux et qui va, sans penser quoi que ce soit, il va essayer de vous trouver les clés.
de savoir à quoi elles correspondent, quels sont les pouvoirs, et il va toujours s'amuser avec. Pour lui, c'est vraiment un grand terrain de jeu, et il va pouvoir s'amuser, et on découvre à travers lui toutes les possibilités que renferment ces clés. Il y a Kinsey, l'adolescente, qui du coup, elle est un peu en rébellion parce qu'elle a du mal à accepter le destin tragique de son père et de sa famille. Elle se retrouve dans une autre ville, dans une autre maison qu'elle ne connaît pas, et voilà, elle est un peu entre les deux, et comme toute l'adolescence, elle fait sa crise d'adolescence, elle prend des risques. Et enfin, on a aussi Tyler, qui est l'aîné, qui lui, dans la passation en fait, de l'âge adulte, qui veut essayer de se responsabiliser, mais qui est encore trop jeune pour pouvoir porter ses responsabilités. Donc il est vraiment aussi dans l'entre-deux, il va essayer de protéger, avoir le rôle du grand frère protecteur, de celui qui veut tout bien faire, et finalement, ça passe pas toujours comme il l'aurait souhaité. Du coup, on a trois panels en fait qui sont comme ça, qui se mélangent et qui donnent une réelle profondeur en fait à l'œuvre. Et c'est ça qui est aussi magique, c'est qu'on passe d'un arc à un autre et c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien narré en fait que on peut qu'apprécier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Joel, malgré ça, il va parler de lui aussi parce que suite au décès du père, Tyler va se sentir responsable. Donc Tyler, le fils aîné, je le rappelle, il va se sentir responsable de son père et il va essayer de surmonter ça à sa propre façon. Et donc il y a aussi peut-être un petit parallèle avec Joel qui veut prouver au monde qu'il peut aussi être comme son père, qu'il peut le remplacer. Et je pense que ouais, c'est un des thèmes qu'il a choisi exprès parce que forcément quand on est le fils de Stephen King qui a fait des chefs-d'œuvre en littérature, forcément, on va toujours aller te comparer. Et donc, forcément, il a choisi ce pseudonyme pour un peu se dissocier de son père et proposer lui-même une œuvre qui a mondialement marché, je crois, j'ai pas peur de le dire. Et j'espère qu'avec Netflix, la série va encore aller de l'avant et vraiment décupler les ventes. D'ailleurs, il récidive, Joel et Gabriel Rodriguez, en 2017 par Tales from Dark Side, que j'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est des petits one-shots d'horreur, il me semble, que j'ai envie de trouver. Donc, si vous avez bien aimé le style, si vous avez bien aimé la narration, sachez que c'est un duo qui fonctionne. Et je sais que Tales from Dark Side a cartonné également. Donc, si vous n'avez pas d'idée de lecture et que vous connaissez déjà Lock and Key, mais vous ne saviez pas qu'ils avaient refait une autre œuvre derrière, foncez, c'est cadeau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà des thèmes, c'est la façon dont il va construire ses pouvoirs. C'est vrai que quand on pense à des pouvoirs, on pense toujours les mêmes, ceux de Marvel ou DC, et là il va faire complètement autre chose. Il reste dans le fantastique, un peu son univers, puisque il fait déjà mention honorable à Lovecraft, et à mon avis il suit les traces de son père aussi. Donc Joel, il va créer des pouvoirs, on va dire, complètement abracadabrants. On peut aller dans sa tête, on peut même changer de couleur de peau, ou même de genre. Donc c'est quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en comics. Et c'est ce qui rend encore le truc beaucoup plus attrayant, c'est qu'à chaque fois on se dit tiens, il découvre une clé, à quoi elle sert? Parce qu'effectivement, on trouve une clé, c'est une chose, mais il faut trouver la serrure qui est associée, sans quoi forcément la clé n'a pas de pouvoir. Et c'est tout dans ces ouvertures-là, des ouvertures d'esprit aussi, qui fait que le truc marche, quoi. Et c'est vraiment un carton plein, j'adore. Et donc là, je vais regarder les 6 premiers épisodes de la première saison de Lock and Key sur Netflix. Et forcément, quand on adapte un comics, il va y avoir quelques changements. On ne peut pas tout retranscrire à la lettre, et puis ça n'aura pas de sens. Il faut d'abord le moderniser, puisque forcément, les premiers volumes étaient sortis en 2008 aux États-Unis, et c'est plus du tout la même chose ici en 2020. Donc il faut un peu réactualiser. Et puis il y a quelques changements au niveau des personnages, au niveau des relations qu'ils entretiennent, au niveau des pouvoirs aussi. Et c'est un peu intéressant de voir en fait comment ça a été ficelé. Alors forcément, je peux pas donner un avis parce que j'ai pas vu l'entièreté de la saison et je suis prêt à parier qu'il y aura 2 voire 3 saisons minimum s'ils s'en tiennent un petit peu à la trame principale du comics. Donc on verra un petit peu comment ça se passe, mais c'est intéressant en fait de voir comment est-ce qu'ils évoluent. Les personnages qui semblaient secondaires sont au premier plan ici dans la série, et au contraire, les personnages qui ont leur importance plus tard dans le comics sont un peu en retrait. Donc il y a vraiment cette dualité, et c'est ça aussi qui fait la force d'une bonne série, puisqu'on n'est pas dans la retranscription pure et dure, mais on l'adapte. Et je sais que Joel a participé grandement à l'écriture de la série, donc forcément il va amener sa patte, et tous les changements qui ont été faits ont été pensés. Ça peut pas être... voilà. Maintenant, j'ai quand même quelques réserves sur ces quelques pouvoirs, parce qu'ils ont cinématographié beaucoup de choses, notamment dans le pouvoir des clés. Par exemple, l'ouvre-tête avant permettait de voir vraiment l'intérieur de sa tête, et maintenant elle est retranscrite par d'autres portes, et du coup on peut visiter sa tête mais à grandeur nature. Donc
il va se passer des choses dont je me demande comment est-ce qu'ils vont s'en sortir pour la série télé qui marchait bien dans la BD, mais voilà, je sais pas comment ils vont l'adapter. Et forcément, il y a d'autres pouvoirs qui sont mis en jeu, donc bah, l'histoire va un peu fluctuer. Et il y a des choses qu'ils ont un peu laissées à la trappe aussi. L'alcoolémie de la mère, par exemple, qui fait son deuil, je trouve ça très intéressant dans le comics parce que on voit que c'est vraiment le cas de beaucoup de gens de sombrer dans l'alcool et dans la solitude. Et comment elle s'en extirpe, c'est fascinant. Et là, elle joue un autre rôle, un peu plus au premier plan, c'est vrai, mais elle n'a pas ce côté un peu renfermé. Et puis on a un peu oublié aussi l'homosexualité de Duncan qui n'est pas du tout traitée dans la série, en tout cas à l'heure actuelle. Et peut-être qu'ils voulaient pas trop en faire, peut-être que maintenant ils se sont dit on va pas en parler parce qu'il faut que ce soit banal et il faut banaliser la chose. Mais voilà, il y a deux trois trucs qui changent et on se demande vraiment de quel côté ça va et comment ça pourrait évoluer. Mais je dois dire que je suis quand même agréablement surpris de la série puisque les acteurs m'ont totalement bluffé, les trois gamins m'ont bluffé. Bod en particulier parce que vraiment il retranscrit l'innocence et la naïveté de la BD. Et voilà, c'est incroyable, on découvre tout à ses yeux, on a envie d'être avec lui, on est avec lui, on partage son esprit, son mode de pensée, et il est attachant et la série développe un peu plus les personnages puisqu'elle a plus de temps. Et donc on voit qu'il essaie de protéger, qu'il essaie de faire un maximum tout seul comme un grand, mais que malheureusement, malgré son âge et sa mentalité, il n'est pas prêt non plus à s'en sortir tout seul. Kinsey, elle est aussi toujours en adolescence, et donc il y a une séquence particulière où justement on parle du harcèlement qui n'est pas du tout traité dans le comics, et là qui est vraiment intéressante, où une fille qui s'appelle Eden, je pense, va être ridiculisée, et on voit aussi la méchanceté des adolescents. Et voilà, on a vraiment une dimension et on passe énormément de temps à l'école, dans les relations des personnages entre les adolescents, parce que c'est vraiment sur ça qu'est centrée la série. Et donc les côtés adultes, on les oublie un peu. D'ailleurs, c'est dit, les clés n'ont aucun pouvoir sur les adultes et les adultes ne s'en souviennent pas. Donc c'est vraiment l'adolescence et l'innocence qui est mise en avant. Et alors, les amis, les scènes de la maison, elles sont oufissimes. Je trouve que c'est hyper bien réalisé. Il y a des plans qui sont oufissimes. Et dès qu'on est à l'intérieur, on voit des portes partout. Des portes, des fenêtres, des placards, tout ce qui s'ouvre, tout ce qui a besoin d'une clé. On en voit, c'est ultra bien composé. On voit à chaque fois des petites portes derrière, des placards. On voit des symétries parfaites. Enfin, c'est franchement, ce manoir, s'il existe, il est dingue. Je valide le temps, quoi. Je vais vivre, je mets mes affaires, je m'y mets. Mais ça, les scènes d'intérieur, c'est vraiment les plus folles. Les plus folles. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clés, les pouvoirs ont été imaginés vraiment pour la télé. Mais il y a quand même un petit truc qui me chiffonne, c'est l'appel des clés. Il faut savoir que dans le comics, bon, il faut chercher des clés qui sont un peu dispersées à la maison, ça ne change pas. Et dans la série, c'est pareil. À peu de choses près, c'est-à-dire que dans la série, c'est pas vraiment eux qui cherchent, c'est plutôt les clés qui les appellent. Alors oui, on joue sur les codes du cinéma, puisque ça va être par le son que ça va se décrypter, des espèces de petits murmures. Mais en même temps, on se dit que c'est pas logique parce qu'ils passent plusieurs fois dans les pièces et on les appelle pas. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle à ce moment-là? On découvre une clé qui, comme par hasard, peut avoir une influence, une importance à ce moment-là de l'histoire. Donc je sais pas trop comment ils vont s'en sortir là-dedans. Je trouve que l'idée est pas mauvaise en soi, mais elle est peut-être pas trop bien exploitée. Tandis que dans le comics de base, c'est eux qui cherchaient, ils les trouvaient et ils devaient découvrir à quoi ça correspondait. T'as l'impression qu'il a fait déjà tous les tiroirs, il connaît tous les serrures par cœur. Et bon, voilà, il y a des choses qui vont changer, ça on s'en doutait. Et dans les changements, je suis pas tout à fait fan de tout. Pareil, dans les personnages, il y a des personnages, des nouveaux personnages qui sont ultra intéressants. Je pense à Gabe, je pense à Scott, qui est en fait un mélange entre Scott et Jamal du comics, puisque Jamal n'existait plus. Par contre, voilà, on a perdu Jordan, mais on a Jackie à la place, et c'est deux personnalités différentes, c'est deux façons de voir les choses. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est le personnage de Dodge que je trouve pour le moment hyper bien réussi. Elle me met toujours un peu mal à l'aise, donc je trouve que son personnage est très bien écrit, elle joue magnifiquement bien. D'ailleurs, on retrouve aussi cette espèce de côté malsain, enfantin, qu'on pouvait retrouver un peu dans les dessins de Rodriguez, parce qu'il va y avoir des morts, et certaines morts sont genre scénographiées. On en fait comme si de rien n'était, en fait, on n'en fait pas les morts, on fait un truc normal. Mais Dodge, voilà, je la kiffe. Faut voir un peu comment est-ce qu'elle va évoluer. Mais voilà, je reste
Je reste de marbre, j'attends vraiment avec impatience la suite de la saison forcément et les saisons prochaines. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de voir la série, j'espère que ça vous donnera aussi envie de lire le comic. C'est deux médias totalement différents qui ont été traités de deux façons différentes. Donc si vous avez aimé la série, n'hésitez pas à acheter le comics, ou en tout cas à le lire, à le prêter chez vos amis qui l'ont ou je ne sais pas quoi. Et si vous avez lu le comics, foncez regarder la série, c'est gratuit et c'est de l'or pur quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je m'apprête à faire. Et puis si vous êtes en manque de nouvelles, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Mon lien est dans la description. A bientôt tout le monde.